Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée. Tout de suite, retrouvez l'hebdo, le meilleur de l'actualité de cette semaine du 19 au 23 septembre. Et on commence avec cet appel à manifester du côté de Fontenay-le-Comte. Ce samedi 24 septembre, à partir de 10h30, la municipalité et les professionnels de santé appellent à un rassemblement. L'idée, protester contre la maigre offre de professionnels de santé dans le sud Vendée. Le rendez-vous est fixé place de Verdun. Aujourd'hui, près de 15 000 habitants du Grand Sud-Est vendéen n'ont pas de médecin traitant. L'idée de cette mobilisation, c'est pas de culpabiliser personne, c'est de dire au gouvernement, aux parlementaires, saisissez-vous du sujet. Nous, élus locaux, et c'est pour ça que mes collègues des communautés de communes voisines s'associent à cette démarche, c'est de leur dire on se mobilise, on aime les médecins, on veut des médecins, et élus locaux, on a pris toutes les dispositions nécessaires, à la fois en créant des maisons de santé, en mettant des aides en place, en créant les centres de soins non programmés. Donc aujourd'hui, nous, élus locaux, on a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait, on a pris toute la palette de solutions nécessaires et on veut appeler à la mobilisation générale pour que la loi répartisse davantage vers nos déserts médicaux les jeunes médecins ou les médecins en général. En fait, le regroupement hospitalier encadre l'ensemble des hôpitaux avec une même direction, celle de La Roche-sur-Yon. Et nous contestons en fait ce fait. Cette direction n'est pas à même de permettre une bonne adéquation entre la demande des soins et donc le service vraiment rendu. Santé toujours. Cette semaine, TV Vendée est revenue sur le scorbut. Actuellement, 2 médecins internes à La Roche-sur-Yon sont en train de soutenir une thèse. Si la maladie est associée au récit ancien de marins, elle est toujours d'actualité. Pour rappel, le scorbut est une carence sévère en vitamine C au sein de leur patientèle. Les 2 médecins ont recensé 30 cas de scorbut sur les 6 derniers mois. Et puis toujours, en bref, la 9e édition du Vendée Énergie Tour continue, organisée par le CIDEV avec le conseil départemental de la Vendée. Le tour vient tout juste de faire escale à Chaland. Le but de cet événement, diminuer l'empreinte carbone. Et quoi de mieux pour cela que l'inauguration d'une toute nouvelle station bio-GNV. Ce gaz est produit par méthanisation et le carburant créé émet 93% de CO2 de moins que le diesel. La question des énergies alternatives se veut toujours plus pressante. Ces derniers temps, vous le savez, les factures sont de plus en plus importantes pour les particuliers, mais aussi les entreprises. Pire, elles ne disposent pas de bouclier tarifaire, alors les sociétés absorbent ces coûts de plein fouet, parfois avec difficulté, mais les entreprises du luxe semblent mieux s'en sortir. Nivine, atelier vendéen spécialisé dans le soufflage de verre à la flamme, observe la situation mais reste confiant. Les explications de Cyril Guillet. Dans cette entreprise spécialisée dans le soufflage de verre à la flamme, la hausse des prix de l'énergie pose question. Les fours de recuisson sont gourmands en électricité et les chalumeaux qui servent à façonner la matière première ont besoin de propane pour fonctionner. Le gaz russe n'est pas le propane, c'est pas la même chose, mais il impacte parce que la consommation de propane augmente fortement pour pallier à l'absence du gaz russe. Et donc l'électricité est indexée aussi sur le gaz, donc augmente. Tout ça, ce sont des facteurs inquiétants. On sait que ça va augmenter. La problématique, c'est de savoir à quel niveau ça peut augmenter et à quelle vitesse ça peut augmenter. Alors ça, c'est un évaporateur d'oxygène, donc qui est réapprovisionné à peu près 2 fois par mois. Calqué sur l'indice énergétique de l'électricité et du gaz, l'oxygène utilisé ici pour augmenter la température de la flamme subit lui aussi une hausse. Des augmentations qui pèsent sur le coût de fabrication, surtout que le prix de la matière première devrait lui aussi s'envoler à hauteur de 40% dans les semaines qui viennent. L'avantage qu'on a avec ce phénomène de verre, c'est qu'aujourd'hui, on a un tarif qui est toujours en vigueur 2022. Et grâce aux anticipations des commandes de nos clients, à leur volonté d'engager des commandes fermes avec des acomptes, etc., on arrive à acheter suffisamment de verre pour nos prévisions de 2023. Mais ça n'est qu'un palliatif pour limiter les problématiques de prix qui vont nous arriver. À l'heure où Duralex et que 2 industriels emblématiques du verre parlent de mettre en veille leur activité pour l'hiver, le carnet de commandes de l'entreprise est rempli pour les 12 prochains mois. Nous, on n'est pas sur ce problème-là, parce qu'en fait, on est des artisans d'art. Et derrière les artisans d'art, il y a des humains. Et c'est la part la plus importante de mon prix. Aujourd'hui, le verre et l'énergie est minoritaire dans mon prix. Alors bien sûr que je fais aussi attention à mes salariés, je fais évoluer les salaires, je me suis engagé auprès d'eux à faire évoluer les salaires pour suivre l'inflation. Mes clients comprennent ça, j'ai un discours complètement transparent avec mes clients. Et le dernier paramètre qui nous sauve aussi, c'est qu'on travaille avec le luxe, et le luxe se porte bien.
Et le luxe peut se permettre de subir 5, 6, 7, 8% d'augmentation. Dans ce contexte, difficile alors d'envisager des investissements pour réduire les dépenses énergétiques de l'entreprise. Et si pour le moment elle tire son épingle du jeu, elle reste tout de même très inquiète pour son avenir. Et puis toujours à propos de l'économie des entreprises, la municipalité de la Tranche-sur-Mer a annoncé cette semaine l'ouverture d'un U-Express le 5 octobre prochain. Un nouveau magasin pour remplacer le Super U réduit en cendres début septembre. Cette ouverture n'est que le début d'un plan pour rétablir un véritable supermarché au sein de la ville côtière. Un nouveau magasin sera ensuite créé à la place du U détruit. Enfin, une dernière grande surface pourrait ouvrir ses portes à l'horizon 2024. Autre moment fort de l'actualité cette semaine, une rencontre à Chantonnay entre le département, les centres communaux d'action sociale, les CCAS, et les forces de l'ordre. Ces acteurs ont décidé de s'unir contre la délinquance envers les personnes âgées avec le lancement d'un service sécurité senior 85. Les retraités sont de plus en plus ciblés par des démarchages frauduleux. Quelles actions peut-on mettre en place pour prévenir ces actions malveillantes ? Alors en fait, on a été sensibilisés sur cette problématique par la gendarmerie qui nous a sollicité en 2020 et on s'est dit mais oui, il faut qu'on travaille tous ensemble puisque en fait c'est l'intérêt des actions sociales, c'est toujours tous ensemble. Et ils avaient déjà fait une action avec l'ADMR et l'UDAMAT qui sont des services de prestations à domicile. Et donc en fait, on s'est dit mais évidemment pour l'UDCCS, c'est à nous de faire cette action-là, puisqu'on va pouvoir toucher tous les CCAS qui, eux, sont en lien avec tous les seniors dans toutes les communes et villes. Et donc, en fait, on a eu l'idée de faire une cravate ou accroche-porte et sur lequel il y a 5 grandes règles pour sensibiliser nos seniors pour qu'ils ne se fassent pas avoir, en fait. Nous sommes en plein Caulois. Derrière ce terme, la procession du sel depuis les marais vers les coopératives. Sur l'île de Noirmoutier, les Sauniers attendaient ce moment avec impatience après un été très difficile. Non pas que les récoltes soient mauvaises, mais au contraire car elles battent bien des records. Voyez plutôt ce reportage de Grégoire de Châtillon. Une ascension au sommet de la plus haute montagne de l'île de Noirmoutier. Cet amoncellement de sel est un record. Démarré il y a une dizaine de jours, le Caulois sonne cette année la fin d'une récolte historique. On s'attend à un volume historique de 4800 tonnes environ, alors que le dernier record détenu était de 2019 avec 4200 tonnes. 4800 tonnes de gros sel, un record également pour la fleur de sel cette année. Cela correspond respectivement à 2 fois la quantité normale pour une récolte, grâce à une météo très favorable. Une année de sécheresse avec très peu de pluviométrie. Donc déjà une saison qui a démarré très tôt puisque dès début mai, les sauniers ont commencé à tirer le sel et qui s'est prolongée jusqu'au 20 août où on a été arrêté par des orages. Donc quasi 2 mois et demi, 3 mois et demi non-stop de production avec tous les éléments favorables, du vent, de la chaleur et du soleil. Une météo éprouvante aussi pour les producteurs de sel. Nous sommes dans le marais salant d'Isabelle, saunière à Noirmoutier depuis 40 ans. C'est une saison très particulière. On a tous ressenti de la difficulté parce que le marais, l'argile n'a pas l'habitude d'avoir aussi chaud. Et donc on sentait que le marais était un petit peu en souffrance. On était obligé de travailler dur, le sel grossissait pas. On a eu des périodes assez exigeante et du coup c'est une très bonne saison au niveau de la récolte mais physiquement on a tous un peu souffert et les marais aussi. Le Caulois est un moment fort pour ces paysans du sel, un moment convivial aussi où chacun des sauniers aide son voisin pour le ramassage. Ils sont 92 producteurs de sel à vivre de l'or blanc sur l'île de Noirmoutier. Parlons de sport à présent. Nous avons appris cette semaine le nom du parrain du Tour de Vendée cycliste. Il s'agit de Sylvain Chavanel. Et pour rappel, l'épreuve s'élancera le dimanche 2 octobre prochain depuis le conseil départemental pour le départ fictif au Vendespace pour le réel. Au programme de cette 50e édition, 206 km de parcours et 10 sprints attendent les coureurs. La course passera cette année par Venanceau, les Clouseaux, le Champ-Saint-Père ou encore Château-Guibert et Dompierre-sur-Yon avant de revenir bien sûr vers La Roche-sur-Yon.
Sur le plateau, les coureurs, on a le vainqueur sortant qui sera là, Arnaud Desmar, Brian Coquard, Nasser Bouani, donc Julien Simon qui est en tête du classement de la Coupe de France forcément. Et voilà, donc c'est une épreuve qui, je pense, va être très disputée parce qu'il y a très peu de points actuellement au général. Et donc comme c'est la finale, il y a forcément des points à aller chercher. Et toujours à propos de sport et loisirs, l'Île-Dieu se dote comme chaque année d'un bassin temporaire pour aider les plus jeunes à apprendre à nager. Et si aujourd'hui l'apprentissage de la natation est considéré comme un enseignement scolaire prioritaire, toutes les collectivités n'ont pas forcément les infrastructures nécessaires. Ce bassin est donc une aubaine pour les enfants de l'île. Reportage sur place de Colline Davy. C'est une piscine pas comme les autres. Sur l'Île-Dieu, les enfants apprennent à nager dans un bassin mobile, une solution du dispositif mis en place par l'État pour prévenir les noyades. Mathis, on fait pas les jambes, hein ? Dans le dispositif J'apprends à nager, il y avait la possibilité d'avoir et d'investir dans des bassins mobiles pour des zones carencées en bassin. On a des territoires en France et en Pays de la Loire carencés, donc il n'y a pas de piscine, donc les enfants ne peuvent pas apprendre à nager. Problème réglé. 1,40 m de profondeur et 12 mètres de long, c'est l'idéal pour apprendre une nage correcte. Ah oui, c'était un sacré besoin parce qu'en fait, les enfants, même s'ils sont entourés d'eau, ne savent pas très bien nager. Et donc, on est obligé d'aller sur le continent, de prendre des cours sur le continent, de prendre une journée, beaucoup de fatigue pour les petits. Donc, non, c'était vraiment infernal. Ça répondait vraiment à un besoin. En fait, les enfants de l'Île-Dieu, ils savent un peu nager, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent dans les vagues, mais ils ne savent pas faire une nage pour aller à l'école, par exemple, en seconde. Ils se retrouvaient en seconde et ils ne savaient pas vraiment bien nager. Et les enfants en sont eux-mêmes plus que ravis. Oui, je me sens très chanceuse, c'est une grande chance. C'est trop bien pour apprendre à nager, c'est plus facile que dans la mer. Déjà, moi, j'aime pas trop les algues. C'est plus chaud de la mer, vu la mer, elle est très froide. Et c'est bien pour apprendre à nager. La mer, il y a du courant. Et donc ça peut être dangereux. Génial, mais ils l'enlèvent en hiver, donc c'est triste. Destiné aux scolaires en mai, juin et septembre et aux centres aérés en juillet et août, 473 îlets ont pu bénéficier du bassin pour des résultats déjà perceptibles. Je tourne la tête, j'inspire rapidement. Avec ce bassin chauffé proche de l'établissement, ce sont vraiment les conditions idéales. Et effectivement, on voit, puisqu'on est sur la 3e saison, que des élèves qui ont bénéficié des cours lorsqu'ils étaient en primaire arrivent au collège déjà avec une bonne pratique de la natation. Le bassin sera vidé à la fin du mois, mais il devrait de nouveau être monté en mai prochain pour les futures générations. Ce mercredi, c'était la journée du sport scolaire. Comme chaque année, l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, organise ce temps spécial au sein des écoles. 12 lycées ont profité de l'occasion pour prendre la direction de la plage. Parmi les activités proposées, longe-côte, paddle, circuit training, tennis-ballon et même du beach-volley, pour le plus grand bonheur des jeunes sportifs. C'est bien, en plus il y a d'autres gens et tout, et on rencontre d'autres gens et c'est bonne entente en vrai. Et puis on n'est pas forcément là juste pour gagner, on est là surtout pour s'amuser. On a appris de nouvelles choses sur de nouveaux sports et je trouve ça intéressant qu'on puisse faire une journée comme ça avec le lycée dans l'année. Là on est au paddle et là on a fait du coup le volleyball, on a vraiment aimé. On a fait aussi le circuit training, on a vraiment aimé et là maintenant on va enseigner sur le paddle, c'est vraiment une bonne journée et on en profite tant qu'on peut, tant qu'il y a du soleil. Voilà, et c'est sur ces beaux sourires que nous allons nous quitter. C'est la fin de cet hebdo. Votre programme pour la semaine prochaine, retrouvez la matinale dès lundi matin à 7h en compagnie de Caroline Tronche. Nous nous retrouverons du mardi au vendredi ensemble pour la même matinale par la suite. Qui dit lundi dit aussi le journal des sports. C'est présenté par Alexandre Lenaour. Vous retrouverez bien sûr aussi 85 chronos lundi et jeudi avec Aurélien Huard. Enfin, l'actualité cette semaine vous sera présentée par Diane Delangle. Passez une excellente journée et une bonne fin de week-end. Nous, on se retrouve pour la Vendée en direct et la matinale dès mardi. Allez, à bientôt. Bonne journée.